Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 172e Citrep sur la Syrie et sur la Palestine en compagnie d'Aïssar Milani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes, bonjour à tous. J'allais vous dire joyeuse Pâques, hein, d'accord? Et puis en même temps, je voudrais faire un petit rappel quand même que Pâques, c'est aussi la vie, le ressuscit du Christ, hein, le retour du Christ, et que la terre de Palestine, c'est la terre du Christ, et que pendant cette période, donc, les messes pascales en même temps avec le Ramadan et la dernière semaine du Ramadan, toute cette période, c'est une période sainte. Et malheureusement, en Palestine, elle se caractérise toujours par les génocides perpétrés par Israël contre le peuple palestinien, qui nous rappellent les souffrances du Christ, hein, et que 178e jour, en fait, 32 916 morts, 75 490 blessés. Et ce n'est qu'un bilan provisoire parce qu'il y a beaucoup de gens sous les décombres. Donc, on peut dire, exprimer toute notre solidarité avec le peuple palestinien. Augmenter cette solidarité, c'est quelque chose de presque un devoir, je dirais, religieux et humaniste et humain, alors que les Israéliens continuent à non seulement perpétrer le plus grand génocide, ils continuent aussi à étendre le cercle de leur agression. Mhm. Alors, Voilà. il y a eu récemment, très récemment, une agression d'Israël sur l'État syrien et on peut dire également sur l'État iranien, puisqu'il s'agissait de l'ambassade, d'un consulat, pour être plus précis, iranien à Damas. Sachant que les consulats et les ambassades sont considérés comme des territoires étrangers, mais qui sont censés être tout à fait protégés. Est-ce que tu peux nous parler de cette attaque au cours de laquelle 7 dirigeants du CGRI ont été assassinés, sont morts? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est Euh, que le CGRI? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? D'abord, ça a été effectivement pas plus tard que hier soir, hein, donc à l'heure ou un peu avant la rupture du jeûne, hein, à 5 heures de l'après-midi, une attaque israélienne par des missiles a été perpétrée contre euh, le quartier de Mézé à Damas, hein, ce quartier où se trouve l'ambassade iranienne, et donc c'est l'ambassade et l'immeuble qui est attenant à l'ambassade qui ont été attaqués par des missiles israéliens. Les forces, comment dire, de défense syriennes ont pu intercepter quelques-uns, mais il y en a quand même qui sont tombés sur l'immeuble. L'immeuble qui abrite le consulat iranien a été pratiquement détruit. 4 étages, personne sous les décombres. Il y a eu le premier bilan qui était annoncé hier et qui a été aussi repris officiellement aujourd'hui par la République arabe islamique, pardon, la République iranienne islamique. C'était 7 personnes, et puis là, je viens de voir que ce chiffre a été corrigé à 13, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été retrouvées sous les décombres aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez violent, c'est horrible. C'est une agression qui n'a pas de nom, je dirais.
d'une part dans la violence, d'autre part c'est une agression contre un pays souverain qui est la Syrie, contre le consulat d'un autre pays qui est l'Iran. Donc une double agression contre deux pays en même temps. Les personnes qui sont montées en martyrs en fait de cette les 7 premiers, parce que les autres, ils viennent juste de les annoncer effectivement dans l'agence de presse Sana, ce qui est l'agence syrienne en fait d'information. Donc, c'était le directeur, justement, le responsable de la garde républicaine iranienne, en fait, pour Al-Quds, en fait, hein, qui est responsable à la fois du Liban et de la Palestine, en fait, de la résistance palestinienne et libanaise et en Syrie. Donc voilà, et son adjoint, qui était des grandes figures en fait du CGRI, et de grandes figures et de très grands stratèges et combattants en fait. Et puis les autres sont tous en fait des conseillers qui étaient des conseillers militaires en Syrie, donc responsables de la Syrie et du Liban. Mhm. Donc voilà. Alors, on se rappelle à la fin des années 70, début des années 80, la fameuse prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran, en Iran. C'était une simple prise d'otage, je veux dire, par rapport à un bombardement qui est quand même un acte beaucoup plus barbare. Et cette prise d'otage avait vraiment fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de pays en avaient parlé, ça avait fait tout un tas de remous internationaux à l'époque. Là, c'est bien pire, hein. Il s'agit d'un bombardement d'un consulat, d'une ambassade. Et je trouve que les réactions, même si elles sont nombreuses, elles sont relativement faibles. Alors, est-ce que tu peux nous parler des pays déjà qui ont protesté? Je crois qu'il y a la Russie et la Chine qui ont protesté. Euh, D'abord, je voudrais, oui, 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 bien sûr. Et puis là, je voudrais quand même rappeler l'assassinat vil et violent aussi du général Qasem Soleimani, qui était le général en fait qui était responsable effectivement de la garde républicaine des forces d'Al-Quds en fait, et ceci est arrivé lors d'une visite effectivement qu'il faisait à l'Irak, hein. Et en fait, ils ont été tués aussi en territoire irakien, lui le responsable de la résistance islamique en Irak, hein, Al-Mohandes, Abu Mahdi al-Mohandes, et ils sont tous les deux avec certains de leurs collègues qui ont été, qui sont montés en martyrs. Je voudrais quand même rappeler que cette pratique d'assassinat qui est faite par les Américains et les Israéliens, parce que de toute façon, les Israéliens n'auraient jamais osé faire un pas pareil, une action pareille sans qu'il y ait l'accord ou le feu vert des Américains, qui eux prétendent qu'ils n'étaient pas au courant et que ils ont été informés lorsque les avions étaient dans le ciel et étaient en train d'opérer, de mener cette opération. Ça, c'est quelque chose d'assez absolument impensable, incroyable, parce que ils sont tous les deux. Il est important quand même de voir que les États-Unis sont pas seulement sont autant acteurs dans les crimes d'Israël qu'Israël lui-même. C'est important. Suite à cela, donc immédiatement, il y a eu une condamnation de ces crimes bien sûr, par l'Iran et la Syrie, par le Liban, par la Jordanie. L'Arabie saoudite a aussi
condamné cette action. L'Égypte, les Émirats, tous les Émirats du Golfe, en fait, les Émirats arabes unis, le Sultanat d'Oman, le Koweït, même le Qatar, et ainsi, bien sûr, que la Jordanie, je ne sais pas si je l'ai dit, mais alors effectivement, ça c'est très important, et ainsi que la Russie et la Chine qui ont aussi condamné et la Russie appelle du fait de cette violation, une double violation du droit international de la souveraineté de la Syrie et de la souveraineté aussi de l'Iran, puisque le consulat est considéré comme une partie intégrante aussi du sol iranien, l'ambassade en fait. Et donc, voilà, donc a appelé le Conseil de sécurité à se réunir en réunion extraordinaire, Mhm. ce qui s'est fait ce matin. Donc ce matin, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit et on va avoir les suites à la fin de la journée, ce qui est le débat et la décision, etc. Ceci dit, les crimes israéliens ne se limitent pas à ça puisque de toute façon, on voit à Gaza que les crimes israéliens dépassent tout entendement, même dénoncés par les équipes internationales, Médecins sans frontières aujourd'hui, après la destruction de l'hôpital El-Shifa, qui a été quelque chose d'absolument impensable, que tous ceux qui ont vu cet hôpital après les 15 jours de présence de l'armée israélienne, d'occupation, les destructions d'une part, la sauvagerie avec laquelle comment dire, les exilés d'une part, parce qu'il faut savoir quand même que ce complexe hospitalier Al-Shifa, c'est un grand complexe qui est construit qui date depuis le début du siècle dernier, d'ailleurs, avant Israël, avant la présence même d'Israël, mais il y avait tous les gens qui étaient exilés en fait de la partie nord et qui ont fui les bombardements israéliens. Ils s'étaient réfugiés dans cet hôpital, plus l'ensemble des personnes qui étaient là pour des soins, plus les personnes qui étaient là pour des actes chirurgicaux, médicaux, etc. Quand on voit que l'hôpital aujourd'hui, il est complètement hors d'état de fonctionner et pas seulement avec tous les appareillages, etc., qui sont détériorés, mais aussi avec tout un tas de cadavres qui sont un peu partout dans l'hôpital des traces comment dire, de torture, des traces mais c'est absolument innommable, hein, à tel point que Médecins sans frontières, les équipes de Médecins sans frontières disent que de toute façon, ils n'ont jamais vu ça de leur vivant et que c'est quelque chose d'absolument criminel et horrible, hein. Euh, L'hôpital, déjà, il faut juste le détruire et recommencer à zéro. Il est même pas récupérable, rien n'est récupérable de l'hôpital. Et puis, tout un tas de cadavres hein, qui sont dedans. L'hôpital a été aussi brûlé après avoir été détruit. Les gens qui ont été enterrés, rappelons-le, parce que cet hôpital a été envahi deux fois, hein. La première fois où ils tiraient sur tout le monde et qu'ils empêchaient les gens de sortir, il y a eu donc les gens ont été obligés d'enterrer leurs morts dans la grande cour de l'hôpital, que tout ça a été déterré, a été violé par les bulldozers israéliens. Et on voit même des morts avec des traces de chaînes, comment dire, des blindés sur leur corps, parce que
ils ont été écrasés par les chars israéliens. C'est quelque chose d'absolument inouï, inouï. Et en fait, ils continuent à dire, ils continuent leur crime en toute impunité, protégés par le monde occidental, protégés par les États-Unis et tous les pays qui les protègent, qui sont soumis aux États-Unis aujourd'hui, pour rendre caduques toutes les décisions du Conseil de sécurité, pour rendre caduques toutes les décisions de l'ONU, en fait, des peuples de l'ONU, parce que rappelons quand même qu'il y a eu 5 vétos américains pour interdire toute sanction contre Israël et que la dernière décision qui a été prise par le Conseil de sécurité le 25 mars, donc il y a une semaine, elle a été aussi rendue caduque par les Américains se sont abstenus. Pour une fois, ils n'ont pas fait de veto, mais ils ont déclaré tout de suite que de toute façon, les Israéliens n'ont rien à craindre parce que les décisions du Conseil de sécurité n'ont pas obligation, ne donnent pas d'obligation à être appliquées. Alors c'était une résolution portée par l'Algérie qui appelait à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Mais bien que ce soit une résolution contraignante au sens juridique du terme, c'est-à-dire que normalement Israël a l'obligation légale de se conformer à cette résolution, malheureusement l'histoire d'Israël montre que Israël ne s'est jamais, pour ainsi dire, conformé à aucune résolution votée dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU. Absolument. Et qu'il y en a plus de 200, je crois, des résolutions non appliquées par Israël. Plus de 200, c'est énorme. C'est l'État, je crois, qui a le plus violé de résolutions de l'ONU, je crois. Il n'a jamais appliqué quoi que ce soit, ni de l'ONU, ni du Conseil de sécurité, ni rien. Alors là-dessus, quand même, je voudrais dire, d'abord, je voudrais remercier aussi l'Algérie et tous les pays arabes qui ont été porteurs de cette résolution au sein du Conseil de sécurité. Parce qu'au début, c'était quand même un cessez-le-feu immédiat et pour longtemps et tout le temps. Et puis l'ouverture de tous les passages pour faire parvenir l'aide alimentaire et faire rentrer donc les vivres à la population, mais aussi d'un autre côté procéder aussi à la libération des prisonniers. Palestiniens qui sont donc un échange à la fois des otages contre les prisonniers palestiniens contre lesquels d'ailleurs il y a eu un acharnement total et une violence sans précédent depuis le 7 octobre et où le nombre a augmenté aussi depuis le 7 octobre de 7000 personnes supplémentaires. Dans les geôles israéliennes, sous prétexte, ils arrêtent n'importe qui, ils arrêtent les civils, ils arrêtent. Et le nombre de personnes qui ont été arrêtées, enchaînées à Gaza, etc., et qu'on a retrouvé aussi dans l'hôpital, qui étaient avec des balles dans la tête alors qu'ils étaient enchaînés les mains dans le dos. C'est aussi ceci aussi fait partie de tous ces crimes et que les Israéliens sont en train de faire contre la population civile de Gaza, autre que les bombardements sur le sol, par la mer aussi et par l'air, par avion. Donc c'est un véritable et ce génocide, malheureusement, personne n'arrive à l'arrêter malgré les décisions de l'ONU, malgré la position et les appels du Conseil général du conseiller général de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU, voilà, Monsieur Gutiérrez, qui aussi est complètement effaré de voir l'énormité de ces crimes. Donc voilà,
ça c'est donc je voudrais dire mon hommage, grand merci à l'Algérie qui aussi, malgré ce que les Américains ont dit, que le responsable algérien a annoncé que de toute façon, nous ferons toujours tout ce qu'il faut et nous continuerons à faire tout ce qu'il faut pour que la Palestine soit un membre à part entière dans le Conseil de l'ONU, dans l'ONU en fait, parmi les pays de ce monde, les pays souverains de ce monde. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir sur les les différents événements qui ont frappé la région récemment. Euh, la résistance irakienne a frappé le port d'Eilat, a visé le port d'Eilat avec des missiles. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Palestiniens, la résistance palestinienne à Gaza est le phare pratiquement de toutes les résistances. Et aujourd'hui, il y a des fronts de soutien à cette résistance, en fait, qui se font jour de plus en plus importants, en fait, et qui passent par une gradation importante. Donc, du côté de la résistance libanaise, hein, donc où il y a effectivement des attaques contre les yeux israéliens, comme ils disent. En fait, l'objectif, c'est d'aveugler les Israéliens. Les yeux sont les centres d'espionnage, d'écoute, de bruitage, etc., qui sont aux frontières et on a vu quand même qu'il y a eu plusieurs bombardements de ces centres et de ces radars et la destruction de ces centres d'espionnage qui ont pour objectif, qui ont pour fonction comment dire, de détailler, en fait, de photographier et puis qui permettent aussi de guider les attaques par missiles et de guider aussi les drones à travers à la fois la Syrie, le Liban, la Turquie, et toute la Palestine en fait, y compris jusqu'aux frontières irakiennes en fait, hein, de la Syrie avec l'Irak. Donc, c'est un travail très, très important qui a été mené par la résistance libanaise, ajouté au fait qu'il y a eu aussi une destruction, en fait, des défenses de toutes les colonies, qui sont autour des frontières libano-palestiniennes, c'est-à-dire les frontières libanaises avec la Palestine occupée. Mhm. Donc dans le nord de la Palestine occupée. Très bien. Si bien que les colons ont quitté, il y a plus de 50 000 colons qui sont exilés vers le sud de la Palestine occupée, et c'est l'État qui se charge de s'occuper d'eux, en fait, de les loger, les nourrir, etc. Ça, c'est donc la partie de la résistance libanaise. La résistance irakienne, elle aussi, elle mène une action de soutien. Et je voudrais dire quand même que toutes ces actions, la condition, ils cesseront tout, ils arrêteront, et ils continueront tant que Israël continue cette agression contre Gaza, et ils s'arrêteront aussitôt que Israël arrêtera, en fait. Mhm. Donc là, c'est une condition importante et qu'ils disent tous et qu'ils répètent sans arrêt. Donc la résistance irakienne, elle a aussi, au départ, elle a effectivement visé des bases américaines en Irak et en Syrie. Mhm. Et comme ça a créé un petit problème pour l'État irakien qui est encore en relation avec les États-Unis,
Et ils ont commencé à tirer sur des objectifs qui sont à l'intérieur de la Mhm. Palestine occupée. Donc, ils ont tiré contre Haïfa, des usines chimiques du côté de Haïfa. Et puis là, c'est le port d'Elat qui était visé aussi il y a quelques jours. Mais donc, une grande, une base importante dans le centre, dans la ville d'Elat qui a été détruite, en fait. Hein. D'accord. Ça, c'est donc par la résistance irakienne. De l'autre côté, la résistance yéménite, en fait, le Yémen, effectivement, a déclaré à plusieurs reprises son soutien à la résistance du peuple palestinien à Gaza Mhm. et que donc en interdisant la mer Rouge et le passage Bab el-Mandeb à tous les bateaux israéliens ou ceux qui amènent des marchandises pour et par Israël, en fait, qui les amènent. Donc, il y a eu des navires américains qui ont été attaqués, des navires britanniques aussi. Suite à cela, d'ailleurs, aussi, vous savez que les Américains et les Britanniques ont bombardé pas mal le Yémen et en fait, les Yéménites déclarent que de toute façon, ils continueront leur soutien à la résistance palestinienne, fort pour ces décisions de millions de personnes qui manifestent toutes les semaines et à chaque occasion, leur soutien à la Palestine et à la politique de l'État yéménite aussi, de l'État et de l'ensemble de l'État du Yémen avec la résistance yéménite Ansarullah qui donc dans leur manière de protéger et puis de soutenir la résistance palestinienne. Mhm. Alors, je voudrais porter un fait nouveau très important. Mhm. Il y a une très grande augmentation de la pression populaire en Jordanie, des manifestations de plus en plus grandes qui exigent que la frontière que les passages entre la Jordanie et Gaza soient ouverts pour à la fois et permettre à des Jordaniens d'aller se battre aux côtés des Palestiniens, pour que aussi les vivres et les aides alimentaires puissent aller par la voie de terre vers Gaza et pour les amis palestiniens, pour le peuple palestinien et pas pour Israël comme ce qui se passe actuellement en complicité avec les Émirats arabes unis et le pouvoir du roi de Jordanie et l'Égypte qui font venir des vivres à Israël pour en contrecarrant ainsi les forces, le travail de soutien des Yéménites en fait. Hein. Mhm. Donc la pression augmente de plus en plus. Là maintenant, le peuple jordanien, surtout à l'occasion de la journée de la Terre qui était le 30 mars, et qui a vu des manifestations dans le monde entier de soutien à la Palestine. À cette occasion, effectivement, les Jordaniens augmentent la pression contre leur gouvernement, le sommant de chasser le responsable, l'ambassadeur israélien de Amman, d'arrêter tous les traités qui ont été signés avec Israël, notamment le traité de Wadi Araba, donc qui permet aux Israéliens d'utiliser certaines terres fertiles de Jordanie pour qu'ils les plantent, mais d'un autre côté, qui leur permet aussi d'utiliser les eaux du Jourdain pour leur
utilité en fait pour l'utilisation israélienne. Ce Mhm. qui fait que la Jordanie est pratiquement privée de ses eaux et de certaines terres fertiles au profit d'Israël dans le cadre de ce traité Wadi Araba et qui arrive à échéance maintenant, maintenant ou à la fin de l'année 2024 et donc le peuple jordanien exige effectivement la dénonciation de ce traité et pas seulement, même immédiatement, pour aider le peuple palestinien et permettre aussi à ceux qui veulent aller se battre aux côtés des Palestiniens qu'ils le fassent. À cette occasion, d'ailleurs, la résistance irakienne assure qu'elle est capable d'assurer à la fois armes et entraînement à tous les Jordaniens qui veulent se joindre à la résistance palestinienne ou qui veulent se joindre à la bataille aux côtés du peuple palestinien. Donc, elle est capable de leur fournir à la fois les armes et l'entraînement pour y aller. Mhm. Ce sont des choses qui sont très importantes et très forte, hein. Je veux dire, des messages très forts pour les autres pays, les autres peuples arabes aussi, pour les faire bouger, parce que jusqu'à présent, par exemple, le peuple égyptien a bougé, mais très peu, mais c'est pratiquement le Qatar, l'Arabie saoudite surtout, le peuple n'a pas bougé, mais il faut dire que les positions saoudiennes, elles viennent peu à peu parce qu'ils sont sous grande pression américaine. Elles sont très prudentes, euh, très lointaines, je dirais, mais n'empêche que l'Arabie saoudite a condamné cette agression contre la Syrie, par exemple, alors qu'elle condamne aussi elle dit que de toute façon, il est hors de question de pouvoir faire traiter avec Israël tant que le peuple palestinien n'a pas son État, et n'a pas un État et qui a tout en toute souveraineté et qui est présent donc en Palestine et selon les résolutions de l'ONU en Palestine occupée. Et donc, c'est très important et que cet État ait tous les moyens, en fait, d'exercer sa souveraineté. Voilà. Ok. Alors, Donc, en c'est une préparant cette... position avancée quand même. Mhm. Alors, en préparant cet entretien, tu m'as fait part de frappes israéliennes récentes sur Deir el-Bara, dans le nord de Gaza. Donc, de manière plus générale, il y a des attaques israéliennes en direction de Gaza, en direction de la Cisjordanie, Tout le temps. également d'Al-Quds. Mm. Donc, Naplouse, Tulkarem, Jénine et Al-Quds. Donc, on est en période de Ramadan. L'esplanade des mosquées, Ouais, si j'ai bien compris, est interdite aux moins de 50 ans. Tu as parlé déjà de l'hôpital Al-Shifa, mais tu me faisais part en préparant cet entretien que voilà, les hôpitaux, même en Cisjordanie, sont ciblés de manière systématique. Est-ce que tu peux nous faire tout un à petit fait. bilan sur ces attaques tous azimuts? Exactement. Alors d'abord, il est important quand même de faire part du décès, je dirais, d'une équipe d'aide internationale qui est International Kitchen, en fait, Organization, qui est une organisation américaine qui distribue des plats cuisinés, en fait, qui fait de la cuisine sur place et qui distribue aux gens. Et en fait, cette équipe a été carrément bombardée. Leurs véhicules ont été bombardés. Il y a 7 personnes qui ont dépéri aussi, et dont un Polonais, il y a des Canadiens, il y a des Australiens, etc. Ce qui fait que maintenant, la Pologne demande des comptes à Israël et l'Australie aussi demande des comptes, en fait, parce que cette attaque a lieu contre des organismes internationaux d'aide internationale, d'aide humanitaire, hein.
et qui ont été donc leur véhicule, qui se déplaçaient dans un véhicule montrant clairement quand même que c'est une organisation humanitaire et qui a été bombardée du côté dans le nord de Gaza, à Deir el-Balah. Mhm. Ok. Ok. Et donc en fait, malgré tous ces et puis bon, avec toutes ces décisions et toutes ces exigences à la fois de la Cour de justice internationale, des rapports même de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Israël continue à bombarder de manière très systématique, hein, tout le territoire, toute la bande de Gaza, et continue à faire dynamiter les maisons, continue à détruire les immeubles sur la tête de leurs habitants, en fait des immeubles de 10 étages, 12 étages, etc. En fait, notamment à Rafah, maintenant des carrés où il y a d'habitation, où il y a des immeubles d'habitation, 4, 5, 6 immeubles d'une douzaine d'étages, hein, elle les met tout de suite à terre, hein, et avec sur la tête de leurs habitants. Et il faut savoir que les États-Unis viennent de fournir aussi des grandes bombes, des bombes qui ont de plus de 900 kilos d'une tonne qui sont transportées. Ils leur ont fourni aussi des F-16 à nouveau, des F-35 aussi. Donc, en fait, les Américains continuent à fournir des armes très lourdes, très létales, si on peut parler de létalité, et très destructrices, ce qui fait qu'un immeuble entier, il est détruit avec un bombardement, et c'est tout l'immeuble qui s'effondre, en fait, hein. C'est et donc plus de crimes, euh, plus de morts d'un seul coup, mais en même temps, tout ceci, le génocide continue en faisant fi de tout cela. Et on pourrait croire que c'est seulement à Gaza, puisque la propagande et les médias internationaux parlent de la lutte, enfin de la guerre entre Hamas et Israël et Hamas. Mais en fait, c'est pas seulement Hamas, c'est pas seulement Gaza, c'est aussi toute la Cisjordanie qui subit tous les jours des intrusions des forces israéliennes, de l'armée israélienne, ou des colons sous la protection de l'armée israélienne. Et ça, c'est aussi bien à Tulkarem, Naplouse et Jénine Tulkarem, Naplouse et Jénine, ils sont envahis systématiquement par l'armée. La nuit, les maisons sont abattues sur la tête de leurs habitants. Les jeunes sont tirés à bout portant, en fait, qui s'y opposent. Mais malgré tout, quand même, la résistance du peuple dans la Cisjordanie et même à Gaza continue, parce que il continue à asséner des coups quand même à cet occupant israélien qui vient avec plein d'armements. Et puis les résistants, avec leurs moyens de bord, ils arrivent quand même à avoir gain de cause, et bien sûr au prix de beaucoup de victimes, de beaucoup de martyrs, mais ils font mal à l'occupant. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut voir, parce que je peux dire, c'est un espoir qui surgit pour le peuple palestinien, et c'est un espoir qui est donné dans l'unité de la lutte, en fait, du peuple palestinien, à la fois de Gaza et de toutes les parties de la Palestine occupée, donc Gaza, la Cisjordanie et même les territoires occupés en 48, donc vers Akka, vers euh, Haïfa, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important.
Mhm. Et on voudrait, et en fait, moi je souligne quand même que Israël ne se conforme à aucun droit, ni de l'être humain, aucun droit humain et aucun droit international. Puisque en plus, à Jérusalem, Al-Quds, dans ces journées du Ramadan, qui sont des journées qui est une période qui est complètement sainte pour tous les musulmans, et comme Pâques pour tous aussi les chrétiens, ils ont été interdits d'accéder à Al-Quds. Al-Quds qui contient aussi des églises saintes et la mosquée Al-Aqsa, mais aussi l'église de la Nativité a été aussi interdite aux croyants pour les messes de Pâques, hein. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'absolument inouï qui ne s'est jamais vu dans l'histoire, parce que le droit les droits de l'homme exigent de tout occupant le respect des pratiques religieuses du peuple occupé, et exigent aussi la protection du peuple occupé. Or, là, vraiment, c'est une colonisation qui est complètement, je dirais, délinquante, qui est hors la loi et qui n'applique rien du tout, ni les lois, ni les règles, même humanitaires, les plus élémentaires. Mhm. Pardon. Alors j'aimerais que tu nous parles maintenant du rapport Francesca Albanese, du nom de cette rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Donc elle a sorti Ouais. un rapport il y a 5 jours, qui a été en Mm. partie relaté sur le site de l'humanité.fr. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport et l'importance de ce rapport? Bon, en fait, elle continue effectivement à affirmer que c'est un génocide, c'est un double génocide, hein, qui se déroule à Gaza, que Israël doit se conformer au droit international, qu'il faut aussi le génocide non seulement par la guerre, mais aussi par l'affamation, affamer les gens, et par les destructions de toute l'infrastructure, la destruction des possibilités des structures hospitalières qui permettent pas qui permettent aux gens de se soigner. Il y a 2 millions de personnes quand même qui se soignaient dans cet hôpital Al-Shifa qu'ils ont détruit complètement et qui est complètement par terre. Il y a la question du manque d'eau et de manque d'électricité pour tout le monde. Donc en fait, elle en parle, et elle en parle de manière qui est très détaillée et très bien étudiée. Elle parle aussi de la nécessité en fait d'ouvrir tous les passages, parce qu'il y a beaucoup de passages en fait tout le long de la frontière de Gaza. Il y a beaucoup de passages et qui sont fermés, et les gens meurent de faim. Il y a déjà 28 personnes qui sont mortes de faim dans le nord de Gaza, parce que les Israéliens interdisent même l'arrivée, même les maigres aides qui arrivent, et leur interdisent de passer vers le nord. D'ailleurs, ce groupe humanitaire, ils allaient vers le nord, ils ont été atomisés par des tirs israéliens. Et tout étranger qu'ils étaient, et tout internationaux qu'ils étaient. Donc voilà, pardon. Donc je continue sur les exigences du rapport de Francesca Albanese, où elle dit c'est un double génocide qui se déroule et qu'il y a à Gaza, et qu'il est important de s'arrêter tout de suite, de D'accord. l'arrêter tout de suite. Il y a eu une réunion récemment à Moscou de dirigeants palestiniens. Et il y en a une encore plus récemment, le 26 mars dernier, à Téhéran. Est-ce que tu peux nous parler de cette réunion? Mhm.
Oui, alors les dirigeants de, de Hamas et Jihad islamique, en fait, ont été reçus à Téhéran après plusieurs rencontres, parce qu'il y a eu des rencontres déjà avec Hassan Nasrallah au Liban. Euh, il y a eu des rencontres, donc, et après, ils ont été reçus à Téhéran. Donc aussi bien par Abdullahian et puis par Samahat Sheikh Khamenei en fait et par les résistants par Raisi le Le président voilà, iranien. le président iranien. Merci. Et donc ces réunions c'était aussi pour échange de points de vue et puis l'Iran assurait les responsables de Haniyeh, Ismail Haniyeh et comment dire Ziad Nakhali que de toute façon l'Iran elle sera aux côtés de la résistance palestinienne jusqu'à la réalisation de tous les droits du peuple palestinien et donc jusqu'à la fin de l'occupation ou la réalisation de l'État palestinien. Ça, c'est quelque chose de très important, donc, et que, bien sûr, ils fourniront ce qu'ils peuvent et tous les besoins en armes et en soutien essentiellement, et que sur le plan, ils sont tout à fait ouverts à tout échange au niveau des points de vue stratégiques, de techniques, etc., Mhm, de techniques de combat, je dirais, ou de lutte. mhm. Voilà. Donc, on pourrait penser que ça a fait très mal à, à Israël de penser que de toute façon, la résistance palestinienne, elle est soutenue par l'Iran. Et donc, c'est contre l'Iran qu'elle a fait ses visées en Syrie. Ceci dit, ce n'est pas nouveau. La résistance palestinienne, elle est soutenue par l'Iran, elle est soutenue par la Syrie. Je peux quand même rappeler que la Syrie a été la première victime, en fait, de ce soutien. Mais de toute façon, là, il est important de continuer à se battre, hein, et que le prix de la défaite ou le prix de la résignation, il est beaucoup plus cher que le prix de la lutte pour l'indépendance. Donc ça, c'est quelque chose d'important et que nous savons, nous, en Syrie, et que notre président a toujours répété. En fait, notre président Assad, qui est tellement haï par les États-Unis et par les pays occidentaux pour sa résistance justement à leur plan, bah, il dit les choses de manière très véridique, c'est que le prix de la résignation, il est beaucoup plus cher, beaucoup plus élevé que le prix de la résistance à ses oppresseurs. Voilà. Alors c'était récemment le 30 mars dernier, c'était la journée de la Terre. À cette occasion, donc 100 000 Mhm. Iraniens se sont rassemblés à Téhéran et ont notamment critiqué donc l'attitude et le comportement criminel d'Israël, de l'État d'Israël. Mais et donc il y a eu des rassemblements bien au-delà de l'Iran, dans pas mal de pays du monde. Est-ce que tu peux nous parler de cette journée de la Terre, s'il te plaît? La journée de la Terre est l'occasion du rassemblement dans tous les pays, en fait, du monde pour parler effectivement de la Palestine et de la violation des terres de Palestine par les colons israéliens, pour aussi parler de cet accord qui est complètement euh, euh, pas seulement injuste, mais c'est un accord colonial qui est l'accord Balfour, qui a été quelque chose qui est créé par les Britanniques et qui visait et qui a fait faciliter la création d'un État
juifs en Palestine, et alors que la Palestine existait déjà, l'État palestinien existait déjà, et le peuple palestinien existe et il était là. Donc, ils ont, à par la suite, ce mandat, le mandat britannique donné sur la Palestine, en fait, donné aussi par les accords Sykes-Picot, c'est-à-dire Georges Picot, qui était le ministre des Affaires étrangères français, et le baron Sykes, qui était le ministre des Affaires étrangères britannique, qui ont donné, donc, qui se sont partagés l'héritage de l'homme malade, hein, qui était l'Empire ottoman à l'époque, lors de sa défaite, donc, rappelons, en 1917, la France et l'Angleterre étaient en guerre contre la Russie et la Turquie dans la Première Guerre mondiale. Et bon, la Russie s'en est retirée suite à la révolution bolchevique en 1917. Et donc, la Turquie a dû négocier effectivement sa défaite et la partition de ces pays, tous ces pays qui faisaient partie de l'Empire ottoman, en fait. Donc, la Syrie, la Grande Syrie en faisait partie. Mhm. La Grande Syrie a été découpée, donc la Grande Syrie regroupait en fait la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine. Et elle a été découpée en quatre, hein, et l'Irak aussi. Elle a été découpée, donc et le mandat britannique a été mis sur l'Irak, hein, a été mis sur l'Irak et sur la Jordanie et la Palestine, et mandat français sur la Syrie et le Liban. Mhm. D'où le fait que c'est là qu'ils se sont partagés ce butin, je dirais, de l'Empire ottoman. Et sous le mandat britannique, les Palestiniens ont été interdits de vivre, etc. Et une immigration massive et armement massif des Juifs de l'Europe qui étaient en fait dépêchés en Palestine. Tout ceci sous prétexte, je dirais, de sortir les Juifs d'Europe pour les sauver de qui? Du nazisme. Et alors que ces pays prétendent être des grandes démocraties, elles ne sont pas capables d'accepter les Juifs, et ils veulent les exporter ailleurs et les mettre dans un autre pays où, soi-disant, ils sont sains et saufs, ils seront saufs. D'ailleurs, il y a beaucoup de Juifs qui se sont opposés et qui aujourd'hui se démarquent de ce traité, de Mhm. cette occupation, et qui disent donc certainement pas en notre nom, nous ne voulons pas cette occupation. Le sionisme, c'est pas le judaïsme, et aujourd'hui, c'est un devoir d'être antisioniste, alors que on n'est pas, il ne faut pas être antisémite. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important, je dirais, par rapport à ce qui existe en Occident, qui est aussi une propagande qui était la propagande coloniale, qui visait la création de cet État, une colonisation en Palestine, parce que la Palestine est le cœur de cette région. La Syrie aussi, le cœur de cette région, qui est riche en matières premières, qui est riche en pétrole, en gaz, etc. Et que les pays coloniaux, États-Unis, Angleterre, France, pardon, voulaient continuer à exploiter, à garder un pied dedans. Ce projet colonial a été trafiqué ou maquillé de manière à ce que beaucoup de gens l'acceptent, et qu'il soit soi-disant pour accueillir les Juifs qui sont maltraités en Occident par les nazis. Et voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, avec la clarification historique, je dirais, et alors que beaucoup de Juifs découvrent que cet État d'Israël, qui est lui-même antisémite et qui est lui-même
un État d'apartheid, un État de discrimination raciale et un État de génocide, hein, eh ben, il n'a rien à voir avec les croyances juives et il n'a rien à voir avec la judaïté et avec le judaïsme. Alors là, je Mhm. pense qu'il y a pléthore de livres, d'articles, etc., qui sortent, et maintenant de plus en plus d'organisations aussi, aux États-Unis surtout, d'organisations juives antisionistes qui sont aux côtés des Palestiniens et qui font lever le drapeau palestinien en criant Free Palestine. Je voudrais aussi faire, comment dire, rendre hommage à ce soldat américain qui s'est brûlé en criant aussi Free Palestine alors qu'il a participé au crime israélien et pour lui c'était absolument insupportable de vivre après avoir commis ces crimes au nom de l'armée et pour faire son service militaire et qui s'est brûlé vivant devant l'ambassade israélienne à Washington et qu'aujourd'hui, cette place est devenue une place consacrée à Aaron Legil, qui est anti-sioniste, hein, et pour la liberté des Palestiniens. Alors pour conclure ce trait, Païssa, il nous reste moins de 3 minutes, je souhaiterais que tu nous parles des différentes manifestations qui se sont tenues à Tel Aviv et à Jérusalem, manifestations contre Netanyahou et contre la politique menée actuellement par l'État d'Israël, mais donc qui concernent également les otages et qui concernent la demande d'élections anticipées. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler et puis par ailleurs aussi de la campagne BDS à travers le monde. Effectivement, donc les manifestations continuent, je dirais, dans le monde déjà de soutien à la Palestine dans cette journée de la terre qui était assez impressionnante partout. Que à l'intérieur de la Palestine, et il y a ce qui n'a rien à voir avec les Palestiniens, mais et ça a à voir avec les otages, parce que ces otages sont encore morts, ont été tués par l'armée israélienne, en fait par les bombardements de l'armée israélienne. Ça a été mis en évidence aussi par la résistance palestinienne qui a montré leurs vidéos avant et après le bombardement. Donc aussi, les Israéliens sont complètement montés contre Netanyahou, mais aussi comme d'autres membres du gouvernement, et c'est certainement pas par sympathie aux Palestiniens, mais au contraire pour conclure quelque chose avec les Palestiniens et sauver les otages, alors qu'ils se rendent compte de plus en plus que Netanyahou n'en a que faire de la vie des otages et que il est en train de mener une guerre pour sa gloire, pour sa personne et pour rester au pouvoir alors qu'il est poursuivi pour des beaucoup de crimes et beaucoup de corruption. Et que si la guerre s'arrêtait, qu'il irait directement en prison. Donc, les manifestations reprennent, donc à Tel Aviv, des grandes manifestations qui exigent effectivement la démission de Netanyahou, qui exigent la démission de ce gouvernement, et puis l'organisation d'élections anticipées pour qu'il y ait aussi une discussion avec les Palestiniens pour le retour des otages et pour qu'il y ait effectivement un retour de ceux qui sont encore vivants, parce que sinon, il n'y aurait plus personne de vivant parmi eux. Et Mhm. ça commence à prendre une ampleur importante parce qu'il y a des routes fermées, il y a des pneus brûlés devant le Knesset, etc., aussi bien à Jérusalem qu'à Tel Aviv. Voilà. D'accord. Alors une dernière information que je vais livrer avant de clore ce Voilà. site rep Par contre, concerne excuse-moi juste 2 secondes, que le mouvement BCD, comment le mouvement BDS. boycott des investissements sanctions, BDS,
qui prend de plus en plus d'ampleur aussi dans le monde entier, au vu et au su, c'est-à-dire au vu des crimes qui n'en finissent pas, des crimes israéliens, beaucoup de personnes en viennent effectivement à vouloir boycotter Israël et à vouloir le mettre en grande difficulté économique pour exiger, en fait, comme ça a été le cas pour boycotter l'Afrique du Sud il y a longtemps, avant l'accès à la démocratie. Oui, pour mettre fin au régime d'apartheid. Alors, Oui, voilà, au régime d'apartheid. il me reste plus qu'à signaler pour clore ce site rep des soldats français donc, qui ont été vus dans des vidéos parfois prises par les soldats eux-mêmes, hein, je parle de soldats franco-israéliens, en train de faire des exactions, participer à des exactions ou avoir un comportement à l'encontre de la dignité humaine. Et donc on se dirige vers des procès en France contre ces soldats. Ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore complètement acté, mais au vu de l'attitude du gouvernement quand il est interrogé sur ces questions-là, on se dirige vers l'inculpation de plusieurs soldats, peut-être plusieurs dizaines, entre 10 et 30 soldats franco-israéliens. Voilà, donc Aïssa Medjani, il merci. est important effectivement qu'il y ait. Je voudrais juste saluer tous les députés qui ont participé aux manifestations de la Journée de la Terre aux côtés des Palestiniens et pour exiger la libération de la Palestine et pour exiger les sanctions contre Israël. Très bien. Eh bien, merci Aïssa Medjani, merci pour toutes les informations que tu as encore une fois portées à notre connaissance. Merci également pour tes analyses, souvent judicieuses, toujours intéressantes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner à tous et à toutes rendez-vous dans une dizaine de jours. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Merci à tous aussi.